Bonjour, bienvenue pour ce nouveau journal. Voici les titres de ce mardi 24 mai. L'aéroport de Notre-Dame-des-Landes au cœur d'un débat à Montaigu. Le centre de réflexion vendéen, le CERA, avait organisé une réunion publique avec quelques opposants et partisans du projet de nouvel aéroport de l'Ouest. Chacun a pu exposer ses arguments à un mois de la consultation des électeurs de Loire-Atlantique. Un nouveau centre de tri des déchets est en cours de construction à La Ferrière. Il sera équipé de caméras infrarouges capables de séparer nos emballages en fonction de leur matière. Un investissement de plus de 22 millions d'euros. Visite du chantier dans ce journal. Et puis nous irons à Mervent et à Saint-Laurent-sur-Sèvre sur les traces de Louis-Marie Grignon de Montfort. 300 ans tout juste après sa mort. Le prêtre, béatifié puis canonisé en 1947, a consacré une partie de sa vie aux pauvres. Ses écrits ont notamment inspiré le pape Jean-Paul II. Mais d'abord, pour commencer ce journal, un point sur la situation autour des raffineries et de l'approvisionnement en carburant. Le conflit s'est durci avec l'intervention des forces de l'ordre pour lever certains blocages. Ce mardi, en fin de journée, sur les 8 raffineries françaises, 2 étaient encore en activité. Celle de Fos-sur-Mer près de Marseille et de Port-Jérôme-Gravenchon en Normandie. Les autres sont partiellement ou totalement à l'arrêt comme Donge. En Vendée, selon la préfecture, sur la centaine de stations-service du département, 18 sont à sec et dans 17 autres, il manque au moins un carburant. Mais selon la préfecture de Vendée, il ne faut pas céder à la panique. On ne peut pas parler de pénurie puisque globalement, on sait que les stocks en carburant sont suffisants. Pour 2 raisons. D'abord parce que pour la Vendée, on s'approvisionne auprès du port de la Palisse à La Rochelle et ces approvisionnements ont été renforcés. Et puis parce que deuxièmement, le gouvernement a libéré un certain nombre de sites qui étaient occupés afin de garantir la régularité des approvisionnements. Et à noter que 8 stations-service ont été réquisitionnées par la préfecture pour les véhicules d'urgence, les voitures des forces de l'ordre, mais aussi les camions de livraison alimentaire. Et puis toujours au chapitre transport, c'est désormais sur les rails que la situation va se compliquer. Un appel à la grève est lancé à la SNCF par la CGT et Sudrail. Des perturbations sont à prévoir ce mercredi et ce jeudi. Selon les prévisions de trafic, un seul TER sur 2 circulera dans les Pays de la Loire. Sur les grandes lignes, la direction de la SNCF prévoit 2 TGV sur 3. C'est le trafic des intercités qui sera le plus perturbé, avec un tiers seulement des trains assurés. La consultation sur le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes approche. Ce sera dans un mois, le 26 juin prochain. Les habitants de Loire-Atlantique et seulement eux seront appelés à donner leur avis sur la construction ou non d'un nouvel aéroport. Les partisans des 2 camps étaient d'ailleurs invités à exposer leurs arguments ce lundi soir à Montaigu. Une réunion publique était organisée à l'initiative du CERA, le centre de réflexion vendéen, avec d'un côté les ailes pour l'Ouest, favorables à Notre-Dame-des-Landes, et de l'autre l'association Nexus, qui prône une optimisation de l'aéroport actuel de Nantes. Élodie Pépin. D'un côté les contre, de l'autre les pour. En tout, le débat autour du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes aura duré 3 heures. 3 heures durant lesquelles chacune des parties expose ses arguments. Parmi eux, la nécessité de transférer l'aéroport en raison des nuisances sonores. Un argument vite balayé par l'opposition. Il faut se projeter intelligemment dans les 5, 10, 15 prochaines années. Les constructeurs d'avions, les motoristes ont fait beaucoup de progrès. Les nouveaux avions seront moins bruyants et le bruit, s'il a déjà diminué de 50% ces 20 dernières années, va diminuer quasiment d'autant dans les 10 prochaines avec les nouveaux avions qui pénètrent le marché. Donc le bruit ne peut pas être à lui seul un argument pour créer une nouvelle plateforme. Une opposition qui dénonce aussi un gouffre financier. L'aéroport de Notre-Dame-des-Landes coûtera cher et selon eux, c'est le contribuable qui en fera les frais. Argument réfuté par l'association des ailes pour l'Ouest. Les opposants disent effectivement que ça va être un gouffre financier en rajoutant des investissements connexes qui n'ont rien à voir avec l'aéroport comme le franchissement de la Loire. Donc le transfert de l'aéroport, c'est 560 millions d'euros financés à 70% par un opérateur privé. Et donc le contrat de concession est clair, c'est le risque financier est assumé par le concessionnaire et aucunement par le contribuable. Plus qu'une confrontation, ce débat en Vendée se voulait avant tout ouvert aux échanges. Car même si les Vendéens ne sont pas appelés aux urnes le 26 juin prochain, l'organisateur de cette rencontre souhaitait tout de même les impliquer.
C'était aussi une façon de dire qu'on ne comprend pas, nous, Vendéens, pourquoi on n'est pas consulté, pourquoi on ne participe pas à cette consultation, à ce référendum. Donc ça, c'est une question qu'on a posée et à laquelle on n'a pas de réponse aujourd'hui. Les gens qui arrivent ici, ils viennent aussi chercher du travail et de l'activité. Finalement, le débat aura tourné principalement autour d'arguments économiques, survolant l'aspect écologique. Pourtant, l'un des principaux problèmes pointés par les opposants historiques. Des contrôles routiers ciblés ont été menés ces derniers jours sur les cars scolaires du département. Opération des services de police et de gendarmerie. Objectif, vérifier les véhicules, mais aussi contrôler l'alcoolémie des chauffeurs et le comportement des enfants à l'intérieur des bus. Chaque jour en Vendée, près de 33 000 élèves prennent le car. Pour le préfet, il est donc important de veiller à la sécurité dans les transports scolaires. Aujourd'hui, cette action visait à la fois à vérifier la qualité du véhicule, les équipements de sécurité, les extincteurs, la présence effectivement de ces ceintures de sécurité, mais aussi d'inciter plus que jamais les personnes transportées, les collégiens ici, à les utiliser. Tout ça, participe de la même politique de sécurité routière que nous mettons en place sur l'ensemble du département. La Vendée s'équipe d'un nouveau site de traitement des déchets. Trivalis fait construire actuellement à La Ferrière un nouveau centre de tri. Il traitera l'ensemble des emballages du département. Vendétri, c'est son nom, sera équipé de caméras infrarouges capables de détecter et de séparer les emballages et les différents plastiques que nous jetons. Une technique qui doit permettre de mieux valoriser les déchets de nos poubelles jaunes. Conséquence, il va falloir changer nos habitudes. De nouvelles consignes de tri seront mises en place. Sandrine Pelletier. Le 17 octobre prochain, le nouveau centre de tri situé à La Ferrière accueillera ses premiers emballages. Cette usine devra trier tous les emballages recyclables de Vendée. D'ici là, le chantier de construction est en cours et les travaux déjà bien avancés permettent d'imaginer quel sera le parcours des déchets. La totalité des flux est pesée en entrée. Certains camions qui comportent à la fois des ordures ménagères et des emballages, donc vident d'abord les ordures ménagères sur le quai de transfert et ensuite vont vider l'emballage dans la partie centre de tri et ressortent du site en passant sous la passerelle sur un autre pont bascule pour la pesée de sortie. Une fois dans le centre, les emballages seront vidés sur les chaînes de tri et c'est là que la technologie intervient puisque ce ne sera plus l'homme qui se chargera du tri mais des trieurs optiques. Cette usine-là va plus fonctionner avec des machines et ce sera un tri mécanique et entre autres avec 5 trieurs optiques. Donc c'est la spécificité de Vendétri. Ces trieurs optiques vont permettre de trier à la place de l'homme les différentes résines de plastique, donc plutôt les corps creux, les bouteilles plastiques, les cartonnettes, mais également les films souples. L'intérêt d'un tri plus précis, c'est un recyclage optimisé et surtout c'est la possibilité de traiter jusqu'à 30 000 tonnes d'emballage par an contre près de 14 000 tonnes aujourd'hui. Une augmentation qui sera la conséquence dès 2017 de nouvelles habitudes de tri pour les Vendéens. À compter du 1er janvier 2017, nous proposerons aux Vendéens de pouvoir étendre leur geste de tri en triant des matériaux nouveaux tels que le pot de yaourt, le pot de crème fraîche et également tout ce qui est film souple. Ou encore les petits aluminiums comme la capsule de café ou la gourde de compote. Autant de matériaux nouveaux à trier pour lesquels de nouvelles consignes de tri seront données aux Vendéens début 2017. Le numérique va peut-être changer l'accompagnement des personnes âgées. C'est en tout cas ce que pense le groupe Orange. Il vient de lancer avec le département un projet expérimental qui sera testé à Esnay. 12 habitants se sont portés volontaires. Un capteur va être installé sur leur compteur électrique pour étudier au quotidien la consommation de ces personnes âgées. Pour Orange, ce dispositif doit ainsi permettre de repérer tout changement d'habitude. Par exemple, une baisse de consommation électrique le midi qui peut signifier que la personne ne s'alimente plus, comme nous l'explique la conseillère départementale Marie-Jo Chadevert. Ça permet, avec ces capteurs qui sont mis en place sur un certain nombre d'appareils que les personnes âgées utilisent au quotidien, de voir l'évolution des comportements et de pouvoir détecter, émettre des signaux d'alerte pour voir si la personne modifie ses habitudes de vie. Et ça peut effectivement être révélateur peut-être de troubles de santé du comportement. Et les résultats de cette expérimentation devraient être connus à la fin de l'année avant une éventuelle commercialisation du dispositif. On ouvre une page culture avec d'abord la nuit des Molières qui avait lieu ce lundi soir au Folies Bergère à Paris.
La cérémonie récompense le meilleur du théâtre français. Et parmi les lauréats cette année, Géraldine Martineau, la comédienne de 31 ans, née à Nantes, a des racines vendéennes. Elle a décroché le Molière de la révélation féminine pour son rôle dans Le Poisson belge, une pièce dans laquelle elle donne la réplique à Marc Lavoine. Une récompense qui fait la fierté de sa famille et notamment de son grand-père Maurice Perret, qui habite Le Poiré-sur-Veluire, ravi que le travail de sa petite-fille soit récompensé. C'est d'abord une sorte de soulagement parce qu'il y a toujours des craintes. Ce qu'on craignait, c'était la déception. Parce que la déception de notre petite-fille nous aurait touchés autant qu'elle. Mais on a été contents, évidemment. Mais nous ne sommes pas des gens à trop manifester, alors on n'a pas sauté au plafond. Mais pour un comédien, oui, c'est la consécration, hein. Mais il n'y a pas mieux, c'est un peu le César du cinéma. Donc on est content d'avoir des représentants de notre descendance dont une acquiert une certaine notoriété. Et à noter qu'un autre Vendéen a été nommé pour ses Molières 2016, le Chalandais Anthony Michino, auteur de 2 pièces pour le jeune public, mais il n'a pas remporté de prix. Du théâtre, on passe au cinéma avec le tournage actuellement d'un documentaire baptisé La fabuleuse histoire de Célestine. Son réalisateur Éric Dick a décidé d'aller retrouver l'équipe qui a tourné dans les années 80 la trilogie maraîchine Célestine. 3 films qui racontaient en patois des histoires du Marais breton. L'idée d'Éric Dick est de redonner la parole aux acteurs de l'époque pour qu'ils racontent cette aventure à la fois humaine et cinématographique. Apolline Laurent. Dans les années 80, l'histoire de Célestine et de sa famille était mythique en Vendée. Et pour cause, ce long métrage amateur divisé en 3 chapitres retraçait l'histoire des maraîchins de Saint-Hilaire-de-Riez. Du patois, des situations cocasses et une histoire inspirée de la vraie vie. Ah, vite même te disant que Jean-Marie Dupré aux vaches s'en allait à la casse-pièce tous les soirs chez Marie-Rose de la Faille. Ah oui, même que le van Nescapane veut pas faire de bruit. Nescapane 2016, à la Bourrine du Bois-Jucot, lieu emblématique de ce film culte vendéen. Mêmes acteurs, avec quelques années en plus et toujours une caméra. Mais cette fois, pas pour jouer la comédie, mais pour raconter. Je fais un documentaire actuellement sur toute cette épopée des années 80. Ça va être quelque chose qui va raconter dans la bonne humeur, avec beaucoup d'extraits de films et avec beaucoup d'interviews de gens de l'époque qui racontent le tournage, qui racontent leurs sentiments, la bonne humeur, etc. Intitulé La fabuleuse histoire de Célestine, ce documentaire est un hommage à tous ces acteurs amateurs, techniciens et bénévoles qui se sont lancés le défi d'une telle réalisation. Revenir sur les lieux du tournage et se retrouver 30 ans après est un grand moment pour les premiers rôles. Ça me rappelle d'excellents souvenirs, en fait, de très très bons moments. Je me rends compte aujourd'hui de toute la mise en œuvre, de tout le travail qu'il a fallu faire pour faire ces tournages. Et nous, on arrivait là que pour du plaisir, en fait, que pour jouer, se retrouver tous ensemble et jouer. C'est émouvant de se retrouver sur ces lieux où nous avons tourné, nous avons passé des nuits entières, parce qu'on passait la nuit, travaillant le jour, on passait la nuit, alors c'est assez émouvant. Mais on éprouve un grand plaisir quand même, parce que ces souvenirs vont rester. Le documentaire sortira dans les salles de cinéma de la région en septembre ou octobre. Il coïncide avec la sortie d'un coffret DVD de la trilogie de Célestine en fin d'année prochaine. Bref, l'histoire des maraîchins vendéens dans les années 40 n'a pas fini de faire parler d'elle dans les chaumières. Et encore un mot de culture pour vous dire que les Insus, c'est complet. Les 3 ex-membres du groupe Téléphone se produiront au Festival de Poupée le 20 juillet prochain. Et à 2 mois de l'événement, toutes les places ont été écoulées. Il y avait 28 000 billets en vente. Pour rappel, le Festival de Poupée affiche également complet le 16 juillet pour les concerts, entre autres, de Jane et du groupe LIJ. Je vous propose maintenant de partir sur les traces de Louis-Marie Grignon de Montfort. Ce prêtre, né en Bretagne à la fin du XVIIe siècle, est considéré comme saint de l'Église catholique depuis 1947. Son parcours et ses écrits ont même inspiré le pape Jean-Paul II. Décédé en 1716 à Saint-Laurent-sur-Sèvre, Grignon de Montfort a laissé dans le département une empreinte encore présente 300 ans après. Grégoire de Châtillon. Né en Bretagne en 1673, Saint-Louis Grignon de Montfort meurt à l'âge de 43 ans en 1716 à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Cette commune du Haut-Bocage vendéen garde naturellement une empreinte très forte du père de Montfort.
Sans le père de Montfort, Saint-Laurent ne serait pas ce qu'il est, cette commune ou ce village. C'est vraiment à cause du père de Montfort, entre autres que les 3 congrégations sont basées ici, qu'il y a une grosse institution d'enseignement, Saint-Gabriel, Saint-Michel. La congrégation des frères de Saint-Gabriel, celle des missionnaires montfortins et des filles de la sagesse, rassemble aujourd'hui 4000 Montfortins dans une quarantaine de pays. Il est connu comme l'apôtre marial. Marie, il lui a donné une place. Le pape Jean-Paul II, s'il est venu à Saint-Laurent le 19 septembre 1996, c'est vraiment à cause de cet aspect. Il s'est intéressé aux pauvres, ça a été quand même quelque chose de très important. Et par ses missions, il avait pour but de renouveler l'esprit du christianisme. Missionnaire apostolique, Grignion de Montfort évangélise les campagnes de l'ouest de la France, à une époque encore très troublée par des guerres de religion. Dans cette imposante chapelle de la sagesse, les vitraux racontent sa vie juste en dessous de celle de Jésus. Ces grandes verrières sont composées à chaque fois de 2 vitraux présentant Saint Louis-Marie tout au long de son existence. Mais le vitrail principal sur lequel j'attire particulièrement votre attention, c'est le vitrail central, où il remet l'habit des filles de la sagesse le 2 février 1703 à notre cofondatrice Marie-Louise Trichet. Marie-Louise Trichet, béatifiée par Jean-Paul II en 1993, est indissociable de la vie du père de Montfort. Ensemble, ils fondent la congrégation des filles de la sagesse. Leurs tombes se trouvent l'une à côté de l'autre dans la basilique de Saint-Laurent-sur-Sèvre. Voilà le tombeau de Saint-Louis-Marie Grignion de Montfort, inhumé ici au lendemain de sa mort, le 29 avril 1716. Évidemment, il est à côté du tombeau de Marie-Louise Trichet. Pendant l'été 1715, le missionnaire vient se ressourcer à plusieurs reprises dans cette grotte au cœur de la forêt de Mervan. Et là, il a composé tout un couplet, tout un cantique sur la forêt qui est extraordinaire. Depuis sa mort, la grotte du père de Montfort est un lieu de pèlerinage important pour les catholiques. Prêcheur infatigable de l'Évangile, ardent prédicateur, en 2016, 3 siècles après sa mort, le saint homme est célébré sur les 5 continents. Avant de se quitter, un mot de la météo avec un mercredi qui débutera sous le soleil. Le ciel sera plus menaçant dans l'après-midi. Des averses, voire des orages sont possibles localement. Quelques degrés de plus au thermomètre. 11 à 13 degrés pour les minimales. Il fera 18 à 23 au meilleur de la journée. Le bulletin météo complet, c'est dans un instant. C'est la fin de cette édition. Les programmes continuent sur TV Vendée. Avec d'abord un retour sur la ruée des Fadas de Saint-Jean-de-Mont. Si vous voulez voir un aperçu des épreuves auxquelles les participants ont été confrontés ce week-end, rendez-vous ce mercredi à 19h50. Et puis il sera question de Michel Galabru dans la grande émission. Avant son décès en janvier dernier, le comédien s'était confié sur sa carrière à Alexandre Ravelot. Le Vendéen en a fait un livre. Émission à retrouver ce mercredi à 18h10. Moi je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau journal.